Vous avez préparé pendant des heures votre code Python, vous l'avez testé et retesté sur votre poste. Et là, vous l'installez sur votre serveur et ça marche plus. Vous aviez pourtant suivi et appliqué les conseils de cette vidéo, malheureusement, elle permet de faire du code qui marche tout le temps, mais pas partout. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Donc pourquoi un morceau de code marcherait sur mon poste, mais pas sur un serveur, avec un projet Python? Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui explique comment bien gérer ces dépendances, et c'est ce que nous avons fait dans ce projet. C'est-à-dire qu'on a un fichier requirement.txt qui nous donne les versions exactes de toutes les librairies qui sont nécessaires. Donc le problème ne va pas venir de là. Pourquoi on fait ça? Pour rappel, on fait ça puisqu'on ne veut pas que lorsqu'on récupère le code dans un mois, dans 2 mois, dans un an, ça ne fonctionne plus puisque les versions des librairies auraient changé. Donc on les fixe, et quand on fait une mise à jour, on fait nos mises à jour et on refixe les librairies. Donc le problème ne vient manifestement pas de là. J'ai mon projet ici, sur mon poste, donc c'est mon Generic Assistant, je le lance à l'intérieur de mon virtual environnement, donc j'ai créé un environnement virtuel, etc. Donc je vous renvoie à la vidéo pour toutes les explications à propos de ça. Et donc, à partir du moment où je vais lancer mon code sur ma machine, toutes les dépendances sont celles qui sont dans les requirement.txt, et mon projet fonctionne. Ok, donc ça pose pas de souci particulier. On va maintenant essayer ça sur notre serveur. Alors là, c'est un serveur OVH que j'ai pris. Il est tel quel. C'est-à-dire que j'ai pris la dernière Debian 12, elle est très récente, il n'y a aucun problème de sécurité particulier ou de mise à jour particulier. C'est quelque chose qui a été mis il y a quelques jours. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer le code sur notre machine OVH. Donc là, j'ai récupéré mon code. Je vais vérifier que je suis bien sur la branche master. Donc vous aurez le code dans la description, vous pourrez récupérer le code pour essayer chez vous. Donc là on va se mettre sur la branche master et on va faire exactement la même procédure sur le serveur. Alors, on va d'abord créer un environnement virtuel, donc on va faire un Python 3 module virtualenv. Donc là je vais créer mon environnement virtuel. Une fois que j'ai créé mon environnement virtuel, je vais rentrer dedans. Donc là on fait un source venv bin activate, donc on va activer l'environnement virtuel, ce qu'on voit ici, et ensuite on va faire notre pipe install r requirement.txt, et je vais uniquement installer les dépendances de production, puisque j'ai juste envie de lancer mon programme. Donc là il va aller chercher toutes mes librairies, donc ça va assez vite parce qu'elles sont déjà dans le cache. Voilà, donc mes librairies sont installées, et maintenant je suis dans mon virtualenv, j'ai installé toutes mes librairies, je vais pouvoir lancer mon code, et je vais prendre exactement la même commande, puisque je suis censé être dans un environnement en tout point similaire. Et ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent, et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement frustrant. Vous avez du code qui fonctionne à un endroit, il ne fonctionne pas à un autre. Vous savez que je trouve extrêmement frustrant le nombre de projets que l'on récupère sur GitHub, notamment avec du Python, et on les met sur vous les exécutez sur votre poste, ça ne marche pas. Vous les lancez, ça ne marche plus, ça a marché un moment, ça ne marche plus, ou alors, pire, ça marche, mais vous avez régulièrement des stack traces et vous savez pas trop pourquoi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter si vous voulez avoir des programmes d'une qualité professionnelle. Donc là, on a une erreur qui nous dit que on a un fstring unmatched, et que l'erreur se trouve la ligne 26 du main.py. Alors on va aller voir ce main.py, il est ici dans src, et donc la ligne qui est incriminée, c'est celle-ci. Alors qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder la documentation du fstring, donc je vous mettrai les liens dans la description. Donc pour rappel, le fstring, c'est une chaîne de caractères avec un petit f devant, et ce f indique que nous allons pouvoir substituer les variables lorsqu'elles sont entre crochets. Donc ça vous permet de dire, ben voilà, entre crochets, tu mets la valeur de telle variable dans ma chaîne de caractères. Donc c'est quelque chose de très pratique, puisque ça nous permet de faire des chaînes de caractères qui dépendent du contexte. Donc ici, on va démarrer le serveur, et puis on va dire, ben voilà, il démarre sur tel IP, tel port, et donc c'est des informations qui vont dépendre des informations qu'on aura au runtime, ici de l'IP et du port qui ont été passés en paramètres. Donc ces chaînes de caractères, elles fonctionnent de cette façon-là, et apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque là, on a un unmatched, un crochet. Donc on a un crochet ouvrant pour lequel il n'a pas de crochet fermant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors si on regarde la documentation, on a un élément de réponse ici qui nous dit qu'avant la version 3.12, l'utilisation du même type de code à l'intérieur de la fstring, si c'est les mêmes que ceux qui sont à l'extérieur, n'est pas autorisé. Ça veut dire qu'il n'y a que depuis 3.12 que l'on peut faire ceci, c'est-à-dire mettre
des cotes qui vont entourer notre f-string et le même type de cotes à l'intérieur. Donc Python 3.12 est capable de se rendre compte que ça, c'est entre accolades. Donc comme c'est entre accolades, on va être capable de savoir que ça ferme pas la chaîne de caractères. Mais avant, sur Python 3.11 par exemple, il va considérer que ça, c'est une chaîne de caractères, que ça, c'est une chaîne de caractères, etc. Et c'est exactement ce qui se passe ici, puisqu'on voit qu'il nous dit qu'il y a un unmatched crochet, donc il voit un crochet ouvrant dans une chaîne de caractères, donc il considère que la chaîne de caractères, c'est ceci. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on est en Python 3.11. Et donc, comme on est en Python 3.11, on n'est plus compatible avec Python 3.12. Alors maintenant qu'on a trouvé la cause de notre problème, comment est-ce qu'on va résoudre ça? On voit que les requirements qu'on a ici, c'est quelque chose de très intéressant à savoir. Il est important de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre comment ça marche. Mais ils ont un défaut, c'est qu'ils ne fixent pas la version de Python. Ils disent pas, le projet il doit fonctionner avec telle version de Python. Et donc, pour fixer ça une bonne fois pour toutes, on pourrait le mettre dans la documentation. Mais le développeur va devoir aller lire la documentation et vérifier que c'est la bonne version de Python. On va essayer de trouver un chemin un peu plus standard. Et pour faire ça, on va utiliser UV. Alors UV, qu'est-ce que c'est? C'est un Extremely Fast Python Package Manager. Donc il a les mêmes fonctionnalités que Pipe, mais en plus il vous permet de gérer votre projet. Donc ça vous permet de gérer un projet au complet et de gérer la configuration de ce projet ainsi que ses dépendances. Alors comment ça marche? Ce qu'on va faire, on va d'abord partir d'un environnement propre, donc je vais supprimer le virtual environnement que j'ai créé avec mes dev requirements comme on a fait dans la vidéo précédente. Une fois que j'ai supprimé ça, je vais lancer UV, donc je vais faire un UV init. Donc j'ai initialisé le projet qui s'appelle Generic Assistant. Et alors qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai fait ce UV init? Il y a 3 fichiers qui ont été créés à l'intérieur de mon projet. Alors je vais effacer le main.py parce qu'il ne m'intéresse pas. Et je vais m'intéresser à PyProject et à .python version. Alors vous voyez, j'ai un avertissement ici, puisqu'il ne retrouve plus, vu que j'ai supprimé l'environnement, mon EDI, il ne sait plus où est Python. Mais on va corriger ça après. Alors le premier fichier qui est intéressant, c'est le pyproject.toml. Ce fichier-là, il va décrire mon projet un petit peu comme un pom.xml, ou ce que vous avez avec Node.js, avec le package.json. Il va décrire ce dont on a besoin pour faire fonctionner le projet. Donc c'est un fichier assez important. Donc il a été capable de générer un nom en observant le dossier dans lequel on est, je vais pouvoir changer la description, etc. Et très important, il a détecté que j'étais en Python 3.12, vous voyez là je suis en Python, si je fais un Python V, je suis en 3.12, il a détecté que j'étais en Python 3.12 et il dit ok, mon projet il fonctionne en Python 3.12, donc il faut au moins avoir Python 3.12. Donc ça c'est quelque chose qui va nous permettre de forcer la version de Python quand on aura converti notre projet à UV. Ensuite, il y a les dépendances. Alors ça, c'est intéressant. On va essayer de remplir les dépendances. On pourrait conserver Pipe d'un côté et UV de l'autre, mais je trouve que c'est pas très clair. Donc là, on va faire un projet complètement avec UV. Et en plus, on va gagner du temps parce que UV est quand même plus rapide que Pipe, j'ai constaté, probablement parce qu'il parallélise. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Quand vous voulez rajouter des dépendances avec UV, par exemple, on va rajouter Gradio, vous faites UV add, voilà, et on va faire UV add Gradio. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a créé un Gradio, il a utilisé l'environnement 3.12, il est dans un virtual environnement, alors il a créé un virtual environnement dans un dossier qui s'appelle .venv, donc il a créé son propre virtual environnement, et il a installé Gradio et toutes les dépendances qui sont nécessaires pour faire fonctionner Gradio. Et il a rajouté dans mon fichier Gradio, donc là j'ai du code qui me permet de déterminer j'ai besoin de Gradio dans ce projet. Donc ça c'est intéressant. Et alors par contre moi je l'ai sur d'autres dépendances aussi. Donc il y a plusieurs dépendances que je voudrais ajouter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon requirement.in et je vais l'importer directement. Alors pour ça il y a une commande, vous faites uvadd-r et vous mettez votre requirement. Alors dans la doc, ils vous disent mettez le requirement.text. Moi je vais mettre le requirement.in. Pourquoi? Parce que pour l'instant, dans mon PyProject, je ne veux pas mettre la totalité des dépendances dont j'ai besoin. Je veux juste mettre les dépendances dont j'ai besoin sans leurs dépendances transitives. Parce que je veux que ça reste clair et de pouvoir les modifier comme je veux. Si j'avais mis tout ça dans mon fichier, ça fonctionnerait. Donc vous voyez là, j'aurais toutes mes versions exactes et tout parfait. Mais le jour où je veux supprimer Gradio, c'est extrêmement compliqué parce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui utilise NumPy, HTTPX, est-ce que j'en ai pas besoin pour une autre librairie? C'est très compliqué. Là, j'ai juste à enlever une ligne. Donc on va laisser les choses comme ça, et par contre, on va importer notre requirement.in
puisque lui ne contient pas les noms de version, donc il va rajouter tout ça dans mon PyToml. Voilà, donc là, ça a été très rapide, il m'a rajouté Mistral AI, Python.env. Et donc si je regarde à nouveau ce que donne ce fichier, il a pris les versions qu'il avait actuellement, il a dit, bah écoute, ça fonctionne avec ces versions-là, donc tu vas mettre au moins ces versions-là dans ton projet. Ok, donc ça me permet d'avoir des contraintes, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre Gradio 3, par exemple, s'il est déjà présent sur le système. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ensuite, on va pouvoir lancer notre projet avec ça. Alors, comment ça marche? On va créer un UV-loc. Alors, le UV-loc, vous voyez, il est déjà créé par UV. Le fichier loc, c'est l'équivalent du requirement.txt dans notre configuration précédente. C'est-à-dire que chaque version, elle a une version précise, et c'est cette version-là qu'on va installer. Et ce fichier est généré automatiquement, il peut être mis à jour automatiquement. Donc vous voyez, là, il a pris chaque package, et chaque package, ça a généré un loc. On va mettre tout ça, et ben on va committer tout ça. Voilà, on va faire un add to VCS, voilà. Et tout ça, on va pouvoir le committer, et comme il est committé, on va faire une branche qui va s'appeler démo. Voilà, démo UV. Et comme tout ça va être commité, je viens d'inscrire dans le marbre que j'ai besoin de ces dépendances, que c'est ces dépendances-là qui fonctionnent. Et donc, quand on va mettre, quand un développeur va récupérer ce code, eh bien, il aura exactement toutes les versions dont il a besoin. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc là, je suis sur l'ancien environnement avec Venv. Alors, je vais commencer par faire un source, voilà, pour mettre à zéro mon environnement. Et ensuite, je vais faire un source de mon point Venv bin activate. Donc là, je vais activer l'environnement, le virtual environnement qui a été créé par UV. Voilà. Et ensuite, je vais faire un UV Science. Alors UV Science, alors là, ça a été extrêmement rapide parce que les paquets ont déjà été installés en avance de phase. UV Science, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire comme pipe install. Mais en plus, il va faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va supprimer les paquets qui ne font pas partie de la distribution. Par exemple, pour vous illustrer ça, je vais faire un uvadd Ansible. Donc là, je vais ajouter la librairie Ansible. Vous voyez, elle est ici. Je vais ensuite la supprimer. Donc, elle a été installée dans mon virtual environnement. Elle a été rajoutée dans mon PyProject et elle a été rajoutée dans mon UV-loc. Je vais maintenant l'enlever. Je régénère mon fichier loc. Alors, c'est avec UV-loc. Donc là, le UV-loc revient à ce qui était avant. Donc on avait rajouté Ansible dedans, là ça a été supprimé, et si je fais mon UV Science, donc il ne va rien installer de nouveau parce que tout est installé, par contre il va être en mesure d'effacer le paquet Ansible, qui vient d'être ajouté puis supprimé, mais qui était encore présent dans l'environnement virtuel. Donc on va vraiment partir d'un environnement virtuel propre, donc ça aussi c'est intéressant puisque ça nous évite de polluer notre environnement. Quand vous faites des pipe install, vous installez des choses, quand vous faites un pipe install, et que vous avez enlevé un package, bah, le pipe install, il ne va pas enlever ce package, en fait, il va juste ne plus s'en occuper. Donc ça vous évite de polluer votre environnement et parfois d'avoir des problèmes de dépendance. S'il y a un paquet qui dépend d'un paquet qui est resté installé, etc., ça peut causer des problèmes. Alors, nous avions aussi un dev requirement.in, donc ça c'est ce qu'on appelle les dépendances de développement, donc ça c'est important de les séparer bien parce que c'est des choses dont on va pas avoir besoin en production, mais par contre les développeurs ont besoin de savoir que ce projet il est fait pour fonctionner avec PyWrite, on a mis NBClean, on a mis des notebooks, PyTest, etc. Alors je vais d'abord supprimer cette ligne parce que ça va pas rendre les choses compatibles, il va suffire de faire un uvadd, on va mettre dev, voilà, et ensuite on va importer le fichier dev requirements.in. Ça devrait être assez rapide, donc vous voyez, ça va quand même assez vite une fois que les choses sont mises en cache. Voilà, et donc on a rajouté un dependency group qui s'appelle dev, et donc ça, ce sera mes dépendances de dev. Et je vais pouvoir utiliser le flag dev pour dire que je veux installer les dépendances de dev ou non. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir supprimer mes fichiers requirements. Comme ça va éviter la confusion, parce que j'aime pas trop avoir... On récupère le projet, on sait plus trop s'il faut utiliser pipe ou UV, il y a quelqu'un qui va faire un fixe sur UV, mais pas sur pipe, etc. Donc là, on est sûr que c'est un projet qui fonctionne avec UV. On va committer ça, et ensuite, on va pouvoir récupérer ce code sur notre serveur pour voir si ça fonctionne. Maintenant, je suis sur mon serveur, je vais supprimer l'ancien environnement. On va faire un rm fr venv.
Voilà, je vais faire un source de mon bash RC pour revenir à un environnement propre, et je vais faire un checkout. Alors la branche sur le code que vous avez, la branche qui contient les modifications dont on a parlé, elle s'appelle fix UV. Voilà, donc là je suis parti sur la branche fix UV, et vous voyez si on fait un ls, on voit mon PyProject ici, c'est celui qu'on a créé, avec toutes les dépendances, et surtout la nécessité d'avoir le Python 3.12. Alors comment est-ce qu'il va se débrouiller UV à partir du moment où je vais lui dire de fonctionner avec un Python 3.12, puisque le Python qui est ici, c'est le... Alors on ne le trouve pas ici puisqu'on a effacé le virtualenv, mais le Python par défaut c'est le 3.11. Et ben on va regarder ça. Donc on commence par faire un UV venv. Donc là je vais créer un environnement avec UV, et vous avez vu ce qui s'est passé. En faisant mon UVenv, il a vu qu'il fallait la version 3.12, donc il a été créé, il a été chercher un Python 3.12. Donc si vous faites UV Python list, pour regarder les environnements qui sont présents sur le système, donc il a créé sa propre liste d'environnements Python, on voit qu'on a le Python 3.11 qui était le Python par défaut, donc si je lui demande le 3.11, il va être capable de se dire ok, je vais utiliser le Python qui est sur le système, mais comme le 3.12 n'était pas présent, il a téléchargé sa propre version, le CPython. Il a été chercher ça, et il l'a automatiquement téléchargé, donc là je vais avoir un Python 3.12, quoi qu'il se passe, avec UV, je sais que j'aurai un environnement qui correspondra à ce que je cherche, sans avoir à changer, puisque si on avait voulu installer Python 3.12 sur cette Debian-là, il aurait fallu changer des choses dans les dépendances, changer peut-être des repositories dans les paquets, ça aurait peut-être été compliqué. Et en plus, là, on n'a pas besoin de passer en route, on fait ça uniquement dans notre utilisateur, donc on n'a aucun besoin de droit route. Et si on regarde ce que ça donne sur notre machine, voilà, donc on fait un UV Python list, et bien là c'est l'inverse, c'est Python 3.12 qui était présent, on a quand même été chercher un Python 3.12 ici, mais le Python 3.12 étant présent, le Python 3.10 étant présent, bah ceux-là on aurait pu aller les chercher directement avec UV. Donc UV est capable de faire ça, et donc là maintenant, je vais avoir un Python 3.12 fonctionnel qui va être activé uniquement pour mon projet, puisque ce projet-là il fonctionne, alors il pourra être partagé avec d'autres projets évidemment, et donc on va regarder ce que ça donne, on va faire notre UV Science, donc Science on va synchroniser notre environnement, voilà, donc il va télécharger quelques packages, donc comme ils sont déjà dans le cache, ça va très très vite, donc ça aussi c'est intéressant avec UV. Et maintenant on va regarder ce qui se passe si on essaye de faire notre fameuse commande. Donc notre commande c'était python src main.py env.file.env.example. Voilà, alors je ne suis pas encore dans mon environnement, donc forcément ça ne marche pas. Donc on active l'environnement en faisant un venv bin activate. Alors, UV, il a été capable, lui, d'aller chercher l'environnement, même si je ne l'avais pas encore activé. Mais là, je vais l'activer pour qu'il soit activé dans mon bash. Voilà, et là, je relance ma commande. Et donc, il va aller chercher les paquets qui sont dans l'environnement virtuel. Donc, UV est capable de savoir qu'il était dans un environnement virtuel, donc même si j'avais oublié de me placer dans l'environnement virtuel, il était capable de le faire. Alors là, il me manque ma Mistral API Key. On va mettre une clé au hasard. Alors pourquoi ça? Parce que dans mon environnement ici, j'ai une Mistral API Key et donc mon code fonctionne. Et là, il n'y était pas, donc on en met une au pif juste pour voir si le code se lance. Et on voit que le code s'est bien lancé. Voilà, donc le code s'est lancé. Et cette fois-ci, ça fonctionne puisqu'on est en Python 3.12. Alors si vous avez du code Python qui marche sur votre poste mais qui ne marche pas sur le serveur, je vous conseille de regarder 3 choses. Vous avez d'abord les versions que vous avez de vos dépendances. Donc est-ce que vous avez un environnement qui est consistant? C'est-à-dire est-ce que c'est le même à chaque fois avec par exemple un fichier uv.loc qui sera le même sur votre poste et sur la machine, donc qui explicitera bien toutes les versions de package à utiliser. Est-ce que vous utilisez la bonne version de Python? Et est-ce que vous avez le même environnement, puisque là on avait une Mistral API Key qu'on va chercher dans l'environnement, et là elle n'était pas présente dans mon code alors qu'elle était présente dans mon environnement personnel, sur mon poste. Donc ça c'est vraiment les 3 causes que je vous conseille de vérifier chaque fois que vous avez quelque chose qui fonctionne sur votre poste et qui ne marche pas ailleurs. Et surtout faites du code propre, mais du code qui fonctionne partout. Voilà. C'est-à-dire que les choses comme UV, comme Maven, comme NPM sont extrêmement importantes.
Donner un bout de script comme ça, c'est très bien, mais dès que vous avez un projet avec plusieurs fichiers, utilisez UV, utilisez Pipe, utilisez des outils qui vous permettent de structurer votre projet et de communiquer la structure de votre projet. Et croyez-moi, quand vous reviendrez sur votre code au bout de 3 mois, vous vous souviendrez plus qu'il fallait installer ça, que c'était telle version de Python et tout. Vous n'en saurez plus rien. Donc avec ça, vous êtes tranquille, vous savez que vous allez réutiliser votre projet et qu'il va fonctionner, qui fonctionnera encore plus tard et qui fonctionnera aussi encore ailleurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à la liker si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la suite avec d'autres tips pour faire du code stable, sécurisé et de qualité. En attendant, vous retrouverez tous mes contenus sur mon site neuronadic.org. A bientôt.